Passons maintenant, après la phase des chimistes, à celle des biologistes, par une transition que Jacques Reiss trouverait peut-être non aristotélicienne. Nous entendons maintenant donc deux biologistes de l'Institut Pasteur. Pasteur aurait peut-être aimé cette séance, lui qui n'aimait pas beaucoup la génération spontanée, mais qui a beaucoup spéculé sur ce qu'il appelait la biogenèse, et l'apostrophe. Je passe donc la parole à Antoine Danchin, donc pastorien bien connu, qui va nous parler du sujet suivant: les gènes du démon de Maxwell. Est-il possible de construire une usine cellulaire? J'ai remarqué dans les exposés précédents qu'il y avait un mot qui n'est pas apparu et qui est pourtant central en biologie. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est d'échanger de l'information. Et le centre de ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il serait peut-être bon, au moins du point de vue heuristique, d'ajouter aux 4 catégories de base de la nature, matière, énergie, espace et temps, une 5e catégorie, information, et de voir comment cette catégorie information s'articule avec les 4 autres, les organismes vivants étant des objets particuliers capables de piéger l'information. C'est en gros ce que je vais essayer de vous montrer. Dans ce contexte, ce que nous appelons sélection naturelle devient un authentique principe de la physique. Et le principe, je vous le donne brièvement, c'est faire de la place en utilisant de l'énergie pour éviter de détruire, je dis bien éviter de détruire ce qui marche. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, les objectifs de la biologie synthétique sont très nombreux. On a déjà mentionné ce matin un objectif qui, je crois, est très important, c'est reconstruire pour comprendre. En fait, le fait d'essayer de reconstruire met évidemment en avant les choses qui sont particulièrement difficiles à comprendre, et en particulier là où on ne comprend pas. Mais c'est aussi une attitude d'abstraction qui permet d'essayer de voir, de passer les objets tels qu'ils sont, avec leurs idiosyncrasies, pour découvrir d'autres propriétés plus abstraites. C'est aussi, bien sûr, de l'ingénierie, et nous aurons un exposé à ce propos. Je ne le détaillerai pas considérablement, mais je pense que c'est très important. Et enfin, bien sûr, c'est l'évolution. Alors, en bref, ce que je vais retenir des organismes vivants est un peu différent de ce que nous avons entendu jusque maintenant. Brièvement, j'essaie de considérer les organismes vivants comme des ordinateurs faisant des ordinateurs. L'idée est qu'ils contiennent un algorithme de construction et que c'est l'algorithme de construction qui est transmis au cours des générations. Et ça évite le problème de la dualité préformation-épigénèse. D'autre part, la machine doit être séparée physiquement du support de l'algorithme. Alors ça, c'est un point aussi important. Ce processus donc ressemble à ce qui se passe dans les ordinateurs. Et bien sûr, jusqu'à présent, les ordinateurs ne font pas des ordinateurs, ne font pas encore. Je vais vous montrer juste une tentative dans un instant. Et l'idée, à partir de la comparaison de programmes génétiques uniquement de bactéries, je ne vais pas parler d'organismes plus compliqués à ce stade, montre qu'on peut considérer que ce qui est essentiel, c'est de faire des jeunes organismes à partir des vieux, et que c'est un paradoxe qu'il faut comprendre, et pour cela, il y a des gènes, et que ces gènes correspondent à des pièges à information. Alors, est-ce que des ordinateurs font des ordinateurs? Eh bien, il existe une tentative de faire des imprimantes laser 3D qui font des imprimantes laser 3D. Alors, je vous invite à aller regarder le site, c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe. On sait déjà reproduire les composants. Alors, dans les discussions que nous avons eues ce matin, vous avez déjà entendu pas mal de choses à propos des éléments de base, mais évidemment, ce qui manque, c'est la ligne d'assemblage et le programme. Incidemment, on pourra imaginer assez facilement faire des programmes qui se reproduisent. Il y a déjà des robots tout à fait automatiques qui savent se répliquer en tant qu'élément tout à fait simple. Donc ça, on pourrait penser des ordinateurs faisant des ordinateurs est une utopie complètement délirante. Elle n'est pas plus délirante que la biologie synthétique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Un certain nombre de gens sont déjà en train d'y penser. Bien. Alors maintenant, pourquoi information? Eh bien, j'ai l'habitude de donner une image finalement très simple qui remonte à 3000 ans. C'était une question que posait la Pythie à Delphes et qui était la suivante. J'ai une barque faite de planches, les planches s'usent une à une,
je les change. Au bout d'un certain temps, toutes les planches ont été changées. Est-ce la même barque? Et il va de soi que le propriétaire va répondre oui, c'est ma barque, et il a parfaitement raison. Quelque chose donc s'est conservé qui n'est pas la matière de la barque, puisqu'on sait que tout a été changé, et ce quelque chose est ce qui lui permet de flotter. Et ce quelque chose, ce sont les relations entre objets, ce sont les relations entre les planches, c'est ce qui fait la barque. Et c'est essentiellement donc une information qui est exprimée et qui conserve la propriété que la barque est une barque. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument central en biologie. Alors, pour vous donner un exemple plus concret de la chose, voici un travail de Massimo Vergasola et de ses collègues. Ils se sont interrogés sur la façon dont les papillons, certains papillons, pouvaient se reconnaître à très grande distance, parfois 1 kilomètre ou plus. Si vous lisez les modèles classiques, on vous dit le papillon femelle qui va rechercher son mâle, ici c'est un mâle d'ailleurs, plutôt le mâle qui va chercher la femelle, remonte un gradient. Il est évident qu'à 1 kilomètre, on a des immeubles, on a du vent, il n'y a pas de gradient. Comment fait le papillon pour rejoindre la femelle? Eh bien, ce qu'a montré Vergasola et ses collègues, c'est qu'en fait, en mesurant l'information, quelque chose qu'on peut appeler information et qui est traité avec une théorie telle qu'on la connaît, on peut remonter l'information et aller trouver la source. Et il a appelé pour cette raison ce processus infotaxie. C'est-à-dire l'idée, c'est que les organismes vivants du type papillon, des insectes sont finalement assez simples, et on peut montrer déjà qu'un bon nombre de ces propriétés sont vraies chez les bactéries, en fait, sont capables de mesurer de l'information et de l'utiliser pour arriver à un certain objectif. Alors, pour dire brièvement ce que je viens de vous dire, je trouve juste que c'est assez amusant de regarder la classification qu'on tienne en reprenant ce que je viens de vous dire. On augmente la quantité d'informations en gardant les catégories classiques de la physique, et vous remarquerez que la biologie se trouve très proche de la mathématique. Je pense que ça explique, incidemment, ça dit aussi que la mathématique n'est pas platonicienne, et je suis très fort David Ruel ici, la mathématique est aussi plongée dans matière, énergie, espace-temps, simplement, elle a une composante information qui est très élevée. Dans cette classification, elle explique une des difficultés de la biologie, c'est qu'elle est à l'interface d'une science extrêmement abstraite et d'aspects nettement plus concrets qui font que, du fait aussi de notre anthropocentrisme, nous avons tendance à penser que c'est facile de comprendre la biologie, et ça n'est pas vrai. On s'aperçoit très vite dès qu'on essaie de vulgariser de la biologie, par exemple, faire comprendre le code génétique, faire comprendre simplement un cadre de lecture. J'ai pas mal travaillé en Chine, et en Chine, l'idée de cadre de lecture, alors qu'on n'a pas une écriture alphabétique, est quelque chose de très difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que l'idée que les codons sont 3 par 3, mais décalés de 1, ça change, d'une base, ça change complètement le message, est quelque chose de difficile à comprendre. Donc ça explique, si vous voulez, que la biologie soit un peu compliquée. Alors maintenant, un deuxième point, qui est lié au dernier exposé que nous venons d'entendre. Freeman Dyson, il y a 25 ans, a proposé une théorie de l'origine de la vie assez intéressante, plus exactement une réflexion sur l'origine de la vie, dans un livre qu'il appelait Origins, au pluriel, of Life. Et il a montré de façon extrêmement convaincante, et curieusement peu comprise et peu suivie, qu'en fait, il ne peut pas y avoir une origine de la vie, il y en a nécessairement au moins deux. Et ça vient de propriétés très particulières qui sont qu'il faut séparer la reproduction de la réplication. Alors malheureusement, l'usage de ces deux mots est très souvent complètement mélangé par les gens qui l'utilisent. On voit des gens utiliser indifféremment reproduction ou réplication, et c'est évidemment conceptuellement une grosse erreur. En effet, la reproduction peut s'améliorer au cours du temps. Ça, c'est un point fondamental. Alors que la réplication, sauf si elle a accès à un réservoir extérieur, ne peut qu'accumuler les erreurs. Donc ce sont deux choses très différentes, et cela implique en particulier que la reproduction doit avoir précédé la réplication. Alors c'est très important aussi de comprendre que dans les organismes vivants tels qu'on va avoir à les considérer, y compris dans le concept d'information, on va avoir une information associée à la reproduction et une information associée à la réplication, et que ce sont deux choses différentes. Alors pour cette raison, je définis la vie de la façon suivante. Finalement, on a parlé tout à l'heure de définition de la vie, vous en trouvez une ici. La vie demande une machine, ce qu'on appelle châssis, avec le mot français dans le vocabulaire de la biologie synthétique, qui se reproduit, je dis bien reproduit, et qui contient deux choses. D'une part, des compartiments,
En gros, on a soit une simple enveloppe définissant un intérieur et un extérieur, soit multiplication des enveloppes et des pots, et quelque chose d'extrêmement important, un processus dynamique qui est la conversion de molécules les unes en les autres et l'utilisation et la gestion de l'énergie, qu'on appelle métabolisme. Il n'y a pas d'organisme vivant qui ne métabolise pas. Ça, c'est un point essentiel. Il y a bien un état entre la mort et la vie, qu'on peut appeler la dormance. C'est l'état de la graine ou l'état de la spore, mais on ne dira qu'une graine ou une spore est vivante que lorsqu'on l'aura vue germer. Et d'autre part, bien sûr, un programme. Et alors ici, dans le programme qui, lui, se réplique, il y a un élément conceptuel fondamental, c'est qu'il utilise une information de façon récursive. Je n'aurai pas le temps du tout d'en discuter aujourd'hui, mais c'est un changement total de perception qui fait que, par exemple, la biologie des systèmes, qui est fondée sur les concepts de rétroaction et de proaction, est du 19e ou du 18e siècle par rapport à l'idée de récursivité. Et il faut totalement distinguer la récursivité dans un algorithme, c'est un algorithme qui fait appel à soi-même. Et ça a des propriétés qualitativement totalement différentes de ce qui est rétroaction ou proaction. Donc ce sont ces éléments essentiels qui sont présents dans la définition de la vie, et curieusement, ça ressemble extraordinairement à la définition de la machine de Turing, essentiellement une machine capable de lire et d'écrire, et j'insiste sur l'idée écrire, on a le droit d'écrire, ça c'est un point tout à fait fondamental, qui sépare physiquement programme et données. D'ailleurs, incidemment, programme et données sont traités de la même manière par la machine. La machine ne sait pas, il n'y a pas de divinité extérieure qui vous dit ceci est un programme. Quand vous entrez un disque dans la machine ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui avait une intention vis-à-vis de ce programme. Bien. Ce qui est important ici, donc, c'est la séparation. Alors, dans les expériences récentes de Craig Venter, celle que je retiens, ce n'est pas celle de la synthèse semi-synthétique d'un ADN complet d'une bactérie, mais cette expérience-ci, qui malheureusement, à ma connaissance, n'a pas été encore reproduite, parce que je pense que conceptuellement, elle est fondamentale. Elle démontre la séparation physique du programme et de la machine. L'idée, c'est de prendre un ADN d'une espèce particulière, le mettre dans une autre espèce, dans des conditions où on s'arrange pour que seul l'ADN de l'espèce donneuse puisse avoir des chances de se multiplier, et au bout d'un certain temps, ce qu'on voit apparaître, c'est une machine correspondant au programme qui a été donné dans la première. Alors cette expérience réalisée par Carole Lartigue et ses collègues chez Craig Venter, à ma connaissance, n'a pas été reproduite. Elle est conceptuellement si fondamentale que je pense qu'il est absolument essentiel que d'autres la réalisent. Vous allez voir, je crois qu'elle est faisable, mais je ne suis pas tout à fait sûr que les conditions qu'ils ont utilisées soient bonnes pour l'avoir réalisée. Alors, maintenant, quelles sont les objections fondamentales à ce que je viens de dire? Mais il y en a des quantités. L'une d'entre elles, c'est, en dehors du programme génétique, la cellule porte une information considérable. Eh bien, évidemment, non seulement je ne nie pas cela, mais j'insiste, c'est exactement la même chose dans un calculateur. Lorsque vous mettez le disque avec le système d'exploitation à l'intérieur du calculateur, il est bien évident que la machine a une information considérable. Donc cette objection ne tombe pas. Ça n'est pas parce qu'on a de l'information dans la machine qu'on n'est pas une machine de Turing. Tout le monde accepte qu'un ordinateur fonctionne selon les principes de la machine de Turing. La deuxième objection est plus importante pour la biologie synthétique, et je pense qu'elle est assez cruciale. Mais le programme n'est pas une entité abstraite. Et sans arrêt, nous aurons à discuter de l'aller-retour entre le concret et l'abstrait. Il faut un support au programme. Et par exemple, un disque compact. Mais imaginez que vous avez votre disque compact, vous l'avez laissé sur la plage arrière de votre voiture un jour de grand soleil. Et vous arrivez pour charger votre ordinateur, rien ne marche. Pourquoi? Le programme n'a pas été effacé, tout est normal. Simplement, le disque a été légèrement déformé. Et étant déformé, il ne peut plus être lu par le laser de la machine. D'accord? Donc même le programme doit avoir un support. Et il vient d'y avoir d'ailleurs une découverte absolument extraordinaire dans le système nerveux de certains vertébrés, de vertébrés qui voient la nuit. Vous savez que le bricolage qui est la base de la construction des organismes vivants est tel que les rétines sont construites de façon aberrante. En fait, les cellules qui reçoivent la lumière sont derrière les neurones. C'est-à-dire qu'on met un rideau devant, ce qui est complètement aberrant. Et donc, si on était un ingénieur, on n'aurait pas fait ça. Donc, le problème est d'envoyer de la lumière. Et pour la nuit, on veut essayer de collecter un photon à la fois. Mais bien, ce qui se passe est absolument incroyable. Les noyaux
des neurones de ces organismes, de la rétine de ces organismes, au moment où la lumière baisse, se mettent à exprimer des gènes qui font que leur noyau se réorganise complètement, et il se réorganise complètement de telle manière qu'ils deviennent des lentilles qui concentrent la lumière sur les cellules qui se trouvent derrière le neurone. C'est une publication récente qui est fascinante, mais qui vous montre donc qu'il y a bien un aller-retour, y compris pour le programme, entre le support et le programme lui-même. Alors ça veut dire une chose difficile, on peut réussir à construire un génome artificiel, il n'est pas sûr qu'on saura immédiatement le faire fonctionner en le mettant dans une cellule. Bien. Alors je reviens maintenant au cœur de ce que je voulais vous dire. La question est la suivante. La machine se reproduit, le programme se réplique. Et en fait, nous avons à faire face à quelque chose qui est tout à fait banal, mais absolument extraordinaire si on y réfléchit un peu. Les bébés naissent très jeunes. Et ça, c'est vrai, même pour des mères jeunes. Il y a, tout le monde le sait. Or, ça suppose quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça suppose de la recréation d'informations à partir d'une machine qui ne l'a pas. Comment est-ce qu'on fait? Alors, soit il faut l'avoir inventée, soit il faut l'avoir recréée. Et je suis généticien. Puisque ça, c'est universel, ça doit se trouver de façon universelle. Alors, nous nous trouvons en face, cependant, d'un problème compliqué qui est le suivant. Même si des fonctions sont universelles, chez les organismes vivants qui sont soumis au triplet variation, sélection, amplification, c'est l'évolution qui domine. Et en fait, on découvre les fonctions à l'occasion en capturant des structures. Donc en fait, les choses vont dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. C'est-à-dire il est très rare qu'une structure puisse réellement vous dire la fonction. Alors j'ai un exemple simple. C'est l'été, je suis assis à mon bureau qui est couvert de papier. La fenêtre est ouverte dans mon dos. Le vent se lève. Qu'est-ce que je fais? Je prends le livre, qui est un parallélépipède lourd, je le pose sur les papiers pour que les papiers ne s'envolent pas. Quelle est la fonction du livre? La fonction du livre est d'être un presse-papier. Alors, si je suis un adaptateur de génome, j'ai la séquence, peut-être la structure avec difficulté, je vais dire « ceci est un livre » et je me serais complètement trompé. Donc, ça a comme conclusion qu'on ne peut pas chercher par intersection de tous les gènes les fonctions ubiquistes. En revanche, on a un moyen qui est le suivant, c'est la persistance. À chaque fois qu'un organisme vivant a trouvé une solution, il a tendance, c'est simple tendance, c'est une espèce de collage, tendance à le transmettre à sa descendance. Et en cherchant les gènes persistants, alors, on trouve la chose suivante, c'était fait avec Gang Fang et Eduardo Rocha, chez Bacillus subtilis et Escherichia coli il y a quelques années. On s'aperçoit qu'il y a des gènes qui sont présents une seule fois dans un organisme, dans 2 organismes, etc., puis tout d'un coup, dans beaucoup d'organismes. Et on peut comparer ces gènes avec les gènes dits essentiels, ces gènes qu'on ne peut pas inactiver sans perdre la capacité totale des organismes à vivre. Alors, les gènes essentiels sont en bleu, les autres sont en rouge. Vous voyez ici qu'on a, d'une certaine manière, trop de gènes. Alors ça, c'est le point qui est fondamental ici. On découvre que si l'on cherche les gènes persistants dans les organismes bactériens, on trouve à peu près 500 gènes, et ces 500 gènes sont 2 fois plus nombreux que les gènes dits essentiels. Et ils ont toutes les mêmes propriétés, en particulier de se trouver dans le brin direct de l'ADN, qui est quelque chose, qui est une contrainte que je pourrais vous expliquer, mais qui montre qu'ils ont des propriétés tout à fait intrinsèques. Alors, la raison pour laquelle j'ai appelé paléome cet ensemble de gènes, en gros, l'idée, c'est qu'ils reconstituent un scénario de l'origine de la vie. Si on a l'occasion, on en rediscutera ensuite. Si on regarde maintenant les gènes qui se trouvent dans les différents génomes, ici, j'ai pris Pseudomonas putida, j'ai groupé les gènes par 50, et on regarde s'ils ont tendance à rester ensemble dans les génomes. On s'aperçoit qu'on a une figure de ce genre. D'une part, les gènes très rares sont ensemble, et ça va très bien avec les transferts horizontaux. Ils arrivent horizontalement par paquets, donc on les trouve ensemble. Mais aussi les gènes, justement persistants, ont tendance à rester ensemble. Alors ce qui est amusant, c'est quand on regarde la connaissance associée, on s'aperçoit que dans ce cas précis, il y a connaissance. Dans ce cas précis, en général, on ne connaît pas leur fonction. Dans ce cas précis, il y a moins de 2000 gènes. Dans ce cas précis, l'ensemble des gènes est en augmentation constante, quel que soit, à chaque fois qu'on séquence un nouveau génome, on a de nouveaux gènes de cette catégorie, comme si on avait un réservoir quasiment infini, du moins non limité dans l'état actuel de nos connaissances, dans l'environnement. Et alors, c'est ici cette partie que j'ai appelée paléome, et cette autre partie qui correspond essentiellement à la gestion de l'environnement. Je l'ai appelé cénome pour faire allusion à Carl Möbius, qui avait appelé biocénose l'idée de vivre dans une communauté, parce que ces gènes permettent à l'organisme de vivre dans un environnement particulier. Alors, ce qui est
important ici, c'est de se rappeler donc que l'ubiquité fonctionnelle n'implique pas l'ubiquité structurale, mais que la persistance nous permet donc de découvrir à peu près 500 gènes, dont 250 sont essentiels. Et ça se résume de la façon suivante. On peut décrire un génome de la façon suivante. Les gènes qui permettent de construire la vie, c'est essentiellement les 250 qui sont essentiels. Les gènes qui permettent de perpétuer la vie, c'est-à-dire faire des jeunes, je vais vous en parler, les gènes de la réplication, et puis ici, ce qui est beaucoup découvert par la métagénomique, ce qui permet, ce que j'ai appelé cénome, ce qui permet de vivre en contexte. Bien, alors maintenant, le paléome lui-même est construit de deux parties, une partie avec le constructeur et le réplicateur, donc ça c'est la partie compréhensible, et puis cette partie qui est très bizarre. Je ne vais pas vous parler des patchs métaboliques, ça c'est très important, c'est de la chimie essentiellement. Il n'y a aucune raison que les objets chimiques qui sont utilisés par la vie soient compatibles entre eux. Et par conséquent, il y a nécessairement toute une série de contradictions. Il y a de très jolis problèmes chimiques ici. Malheureusement, je ne suis pas chimiste et j'aimerais beaucoup discuter avec des chimistes à ce propos. On tombe sur des problèmes absolument centraux de compatibilité, tout simplement, dans un petit espace de produits chimiques incompatibles entre eux. Mais ce qui est lié à la pérennisation de la vie, et c'est ça qui est très particulier, on trouve des gènes qui sont des gènes de dégradation des ARN et dégradation des protéines, mais qui ont besoin d'énergie pour le faire. Alors, c'est très paradoxal si on y réfléchit, puisque normalement, quand on dégrade quelque chose, on produit de l'énergie. On n'en utilise pas. Donc, pourquoi diable cette dégradation utilisant de l'énergie? Alors là, je reviens maintenant à l'information, qui était l'introduction de mon exposé. L'intuition nous dit, vraiment intuitivement, et si je pose la question en général, à chaque fois on me répond la même chose, si je veux créer de l'information, il faut que j'utilise de l'énergie. Alors cette idée était très répandue dans les années 50, au moment où, en particulier IBM, a cherché à faire des calculateurs qui calculent de plus en plus vite dans des espaces de plus en plus petits. Et si cette intuition était exacte, alors IBM s'était tout de suite dit que les transferts d'énergie qui allaient avoir lieu au cours de la création d'informations dans ces machines seraient tels que nécessairement on aurait une limite du calcul parce que tout simplement, si on faisait un microprocesseur, ça n'existait pas encore à l'époque, il allait fondre. Donc IBM a demandé à ses ingénieurs de calculer la limite du calcul. Et un ingénieur appelé Rolf Landauer, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, malheureusement mort en 1999, a démontré en 1961, et je montre bien la date parce que c'est quelque chose pour moi extraordinaire que ce soit passé inaperçu, parce que c'est quasiment inaperçu, y compris des spécialistes de l'informatique, que le calcul est réversible, et il a montré comment on peut le faire, et que par conséquent, créer de l'information ne demande pas d'énergie. Alors ça a été repris par Charles Bennett ensuite. Charles Bennett, c'est le père du calcul quantique, qui est encore très actif aujourd'hui. Et Bennett a affiné ce que Landauer avait fait et a repris en particulier une deuxième idée de Landauer qui était la suivante. En fait, le problème n'est pas de créer, le problème c'est d'accumuler de l'information. Pour accumuler de l'information, il faut faire de la place. Et ce que Landauer a montré avec Bennett, c'est que pour faire de la place, il faut utiliser de l'énergie. Mais ils n'ont pas du tout discuté, et c'est là qu'intervient ma propre contribution uniquement, ils n'ont pas cherché à voir où était utilisée l'énergie. Et en fait, ma conjecture, et c'est ce sur quoi je vais essayer de vous montrer qu'on peut construire des expériences, ma conjecture est que l'utilisation de l'énergie n'est pas pour faire de la place, elle est pour éviter de détruire ce qui est informatif. Si par exemple vous avez réalisé de façon réversible une division et le résultat informatif c'est le reste de la division, vous ne pouvez pas détruire au hasard la mémoire parce que vous perdrez un morceau du reste, vous n'aurez donc pas votre résultat. Il faut absolument le protéger contre la dégradation. Il faut faire de la place ailleurs, mais lui, il faut le garder. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'il nous faut faire de la place pour accumuler l'information, mais il faut le faire en protégeant ce qui est, entre guillemets, riche en information. Alors, ça demande deux choses. D'une part, de découvrir les fonctions correspondantes. En fonction, il doit y avoir des gènes. Et bien sûr, de trouver la source d'énergie. Ça, c'est un point crucial. Je n'aurai pas le temps de le détailler, mais je vais vous donner juste quelques éléments. Alors, l'idée est la suivante. On a donc des processus qui sont des processus de dégradation qui utilisent de l'énergie et qui mesurent quelque chose dans les objets qu'ils sont censés dégrader et qui s'en détachent sans les dégrader en utilisant de l'énergie s'ils détectent que soit ils sont jeunes, soit ils sont fonctionnels. Alors, on pourrait discuter longuement, il y a beaucoup de chimie derrière à mon avis, mais on pourrait discuter longuement de ce côté-là. Alors, l'idée, c'est comme ce processus est ubiquiste,
eh bien, on doit pouvoir trouver ces fonctions dans le paléome, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je trouvais justement des gènes dont j'avais rien à faire. Alors, en gros, ça se résumerait de la façon suivante. Vous avez un système qui s'attache à tous les objets de la cellule, plus ou moins. C'est ça le démon de Maxwell. Et qui, si l'objet a des caractéristiques fonctionnelles, le rejette, mais le rejette en utilisant de l'énergie. Alors, évidemment, la source d'énergie habituelle, c'est l'ATP. Et donc, j'ai pensé initialement, ça va être l'ATP. Et puis, je me suis dit, mais si on prend une vieille culture bactérienne, on sait très bien qu'il n'y a plus d'ATP. Comment ça peut marcher? Cette idée est finalement mauvaise. Donc, je suis retourné à mes gènes et j'ai découvert quelque chose d'absolument, vraiment, totalement incroyable, je n'aurais jamais pensé. On trouve parmi ces gènes du paléome les gènes de synthèse et de dégradation, de métabolisme en général, des polyphosphates. Alors, les polyphosphates, ce sont des minéraux qui sont présents dans toutes les cellules, qui en général ne sont pas considérés. C'est considéré comme complètement anecdotique. Seul Arthur Kornberg a travaillé dessus jusqu'à sa mort. Et tout le monde a considéré que ça n'avait aucun intérêt. Moi compris, je l'avoue. C'est parce que je me suis fait envoyer à la figure par les résultats expérimentaux qu'il fallait que je regarde. Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est un minéral. C'est un minéral qui, incidemment, peut même avoir existé très tôt à l'origine de la vie. C'est stable à la dessiccation. C'est stable à l'irradiation. C'est exactement la source d'énergie idéale, en tout cas ultime, pour faire le processus dont je vous parle. Alors nous avons fait quelques expériences simples, qui est de prendre l'AMP, la déniatinase, la nucléoside diphosphokinase, et puis polyphosphate, on fait l'ATP. Donc déjà, on sait le régénérer avec les enzymes telles qu'ils existent. Mieux, j'ai trouvé dans la littérature que les systèmes de dégradation de ce type, au moins un article japonais, peuvent utiliser les polyphosphates à la place d'ATP. Par conséquent, le système de dégradation des protéines énergie dépendante peut utiliser les polyphosphates. Et enfin, j'ai découvert, alors dans des kits, on tombe dans l'ingénierie, dans des kits industriels, comme l'ATP est instable, pas mal de kits. Alors malheureusement, les biologistes maintenant travaillent de façon très magique. On travaille avec des kits, ce qui est complètement insensé, sans savoir ce qu'il y a dedans. Quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que souvent l'ATP est en fait remplacé par les polyphosphates. Donc en réalité, ce que je trouve là est finalement très banal. Alors, l'idée est la suivante. Ce dispositif est complètement aveugle. Hein. Il va accumuler l'information, quelles que soient les circonstances. Alors, l'information peut venir soit de la mémoire, en relisant le programme, puisqu'on a fait de la place, on peut mettre quelque chose à la place, hein, il y a des rétroactions faites pour ça, mais bien sûr, elle peut aussi être créée de novo. Alors, je me suis rappelé les mutations adaptatives, et nous avons créé une bactérie originale, qui est la suivante. Nous avons détruit un gène, mais alors détruit, il n'est plus du tout là, de telle manière que si on met cette bactérie sur un milieu approprié, elle va pouvoir faire juste quelques colonies, et on lui met des sources de nourriture qu'elle ne sait pas utiliser. D'accord? Alors, on attend un jour, 2 jours, 3 jours, rien ne se passe. Si je n'avais pas un peu cru à ce modèle, on a parlé tout à l'heure de l'importance des modèles, j'aurais jeté les boîtes, je n'aurais pas attendu. Si on attend plus longtemps, on voit tout d'un coup apparaître, alors c'est apparu ici une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois au cours du temps, il faut au moins 10 jours, et ça dure pendant environ 2 mois, des bactéries qui, elles, tout d'un coup, se mettent à envahir la boîte. Et quelles sont leurs particularités? Ce sont des bactéries qui, contrairement à leurs parents, savent utiliser la source de carbone que j'ai rajoutée, que les parents ne savaient pas utiliser. C'est ce qu'on appelle donc des mutations adaptatives. Et typiquement, il s'agit ici de création d'informations. Alors, à ce stade, si on ne savait pas séquencer les génomes rapidement, j'aurais été coincé. Mais nous avons pu séquencer pour l'instant 7 génomes complets de ces mutants. Et puis, on a découvert rapidement que la plupart des mutations étaient dans un gène particulier. Donc, on a pu le regarder et on a fait 30 PCR. C'est des expériences en cours. Là, je vous raconte quelque chose qui est vraiment en train de se faire. Et donc, en voyant ces mutations, on s'aperçoit, 1, qu'elles sont différentes les unes des autres. 2, qu'il arrive un certain nombre de fois où il y en ait plusieurs dans le même gène. Et clairement, y compris dans un cas, quelque chose de tout à fait extraordinaire, une duplication interne d'exactement 60 nucléotides qui apparemment suffit à faire apparaître une fonction. Donc ça vous donne des idées sur les mécanismes d'évolution absolument fabuleux. Ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que cette approche nous démontre que les mutations ne préexistaient pas. C'est le point qui est absolument crucial. Simplement, on peut voir aussi qu'elles sont bien au hasard, puisque les génomes qui sont apparus les plus tard, par exemple celui-ci, qui est apparu le plus récemment, contiennent beaucoup plus de mutations que ceux qui sont apparus très tôt.
En gros, c'est au cours du vieillissement, des mutations se font au hasard. Si par hasard, l'une d'entre elles permet la réponse, alors la bactérie a trouvé la solution et elle fait un descendant. Mais il est évident que pour ça, il lui fallait faire de la place. Et donc nous servons en ce moment de ces bactéries pour tester, en inactivant un à un les gènes dont je vous parlais tout à l'heure, pour tester si eux sont indispensables à la fabrication de ces papilles. Donc c'est une expérience en cours. Peut-être qu'elle donnera des résultats complètement contraires à l'hypothèse, c'est souvent le cas, mais au moins elle permet de faire des expériences qui sont tout à fait inattendues. Alors maintenant, voilà le résumé de mon exposé. L'idée, c'est donc qu'on a dans tous les organismes vivants des processus dégradatifs qui sont utilisés en utilisant de l'énergie pour prévenir la dégradation de ce qui est fonctionnel. Incidemment, vous remarquerez que ça peut parfaitement fonctionner dans le cerveau, avec des sources d'énergie différentes, j'ai des idées très précises à ce propos, pour expliquer mémoire et apprentissage. C'est-à-dire que ce processus, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sélection naturelle pour moi est désormais un authentique principe de la physique. Ce principe marche à toutes les échelles. Il marche aussi d'ailleurs, incidemment, en bonne gestion du personnel. Personne ne le fait de cette manière. Il faut utiliser toute son énergie pour éviter de détruire ce qui marche et surtout pas pour détruire. Bien. Comme ce processus est ubiquiste, il faut trouver donc les gènes correspondants. Et il a la particularité d'être myope. C'est-à-dire que si quelque chose marche, quel qu'il soit, c'est qu'il n'y a pas de divinité qui vous dit, elle va être conservée. Donc c'est ce qui explique l'aspect bricolé complet des organismes vivants. Là, c'est parfaitement compatible avec cet aspect. Alors maintenant, revenons à la biologie synthétique. Évidemment, si c'est vrai, on arrive à quelque chose de très original. La biologie synthétique, on va essayer de faire un génome minimum. Et en particulier, on a une intention d'ingénierie. On a un objectif. D'accord ? Et donc, on ne veut surtout pas qu'une usine improvise. Vous imaginez que vous êtes dans un avion qui tout d'un coup modifie ses ailes et ses turbines, vous allez peu apprécier. Par conséquent, on exclura en général les gènes qui permettent l'accumulation d'informations. Mais si on fait ça, en fait, comme toutes les usines, l'usine va vieillir et mourir et il faudra la reconstruire. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans les productions par génie génétique de médicaments. On a des lots de semences et il faut à chaque fois repartir d'un lot de semences pour produire. C'est-à-dire, si vous voulez, le passage à grande échelle est impossible. Alors ça a évidemment un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas de risque, puisque les organismes disparaissent, pas plus de risque que l'occupation d'un certain espace. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, le passage à grande échelle est impossible. Alors, on peut imaginer dans un futur à venir lier lier l'objectif à cette capacité d'invention, mais je ne crois pas que on soit capable aujourd'hui. Alors, le travail que j'ai décrit in silico était de Gangfang et Eduardo Rocha, et Andrew Martens et Agnieszka Sankowska font le travail in vivo. Merci.